Pour la vidéo, je ne serai pas tout seul, je serai avec Matt. Matt qui est un petit peu dans l'équipe, le gars, vous savez, qui a l'œil économique et qui est très fort pour suivre, scruter le dossier rachat de l'OL depuis maintenant plusieurs mois. Donc forcément, une telle vidéo, je ne pouvais la faire qu'avec lui. Et je suis vraiment très heureux d'accueillir Matt avec moi. Matt, comment vas-tu? Ouais, écoute, ça va très bien. On aimerait parler de foot, de sport. Malheureusement, on en est à venir commenter davantage les actualités économiques de notre club. Mais à part ça, tout va bien. Beaucoup demandent, posent plein de questions sur comment va l'OL sur le plan économique, est-ce que c'est positif, bref, qu'est-ce qu'il faut en penser. Et nous, on voulait vraiment faire une vidéo qui reprend l'essentiel du dossier, notamment des NCG, pour voir en fait ce qui colle et ce qui peut clocher et pourquoi on s'est fait à ce point-là retoquer durant l'été. Alors, on n'aura pas tous les chiffres, c'est pas une vidéo qui pourra prétendre tout dire en l'espace d'un quart d'heure, c'est impossible. Mais on va essayer de faire un résumé le plus simple et le plus compréhensible possible pour le plus grand nombre. La vente d'OL Reign, ça c'est un Mhm. point très important. Tu l'as bien dit, c'est le groupe Carlyle qui détient les Seattle Sounders en MLS donc masculine, qui serait donc en négociation exclusive. Jean-Michel Aulas avait acquis à l'époque OL Reign pour 3 millions de dollars, dans mon souvenir. Et là, on parle d'une valeur de 53 millions de dollars. Est-ce que pour toi, ça peut être un point important dans le dossier des NCG? Alors c'est un point forcément important parce que c'est 53 millions. Je crois que c'est le chiffre aussi évoqué par l'équipe. C'est une entrée de 53 millions en cash pour un club qui a perdu 80, quasiment 90 millions cette année. C'est une entrée importante en cash. Donc évidemment que ça pèse dans le dossier de la DNCG, ça a pesé cet été et ça pèse également actuellement. Maintenant, je pense qu'on a fait des avancées suffisantes pour convaincre la DNCG sur ce dossier, qui est à mon avis aujourd'hui plutôt bloqué sur le dossier du refinancement que sur le dossier de Rennes. Mais c'est évidemment un dossier important parce que si le dossier aboutit, et ça a l'air d'être en bonne voie, bah, c'est une entrée en cash qui est significative. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, avec des mots très simples, en quoi c'est bien pour l'OL, à court terme, d'avoir pu allonger la durée de la dette? Alors ouais, alors pour expliquer brièvement, donc actuellement l'OL a plusieurs, on va dire plusieurs emprunts vis-à-vis de plusieurs établissements bancaires, donc 13 qui sont également contraignants dans tout le process de décision, puisque l'OL doit les consulter dans toutes les positions, dans toutes les prises de décision stratégiques qui concernent l'économie du club. On a les emprunts Covid qu'on a contractés en 2020, l'emprunt lié au stade, la dette liée à l'Arena, et également d'autres dettes vis-à-vis de parties privées. Là encore, c'est assez flou. C'est ce qui est évoqué dans le communiqué de l'OL. Pourquoi ça a un impact positif à court terme sur l'OL? Parce que l'OL devait cette année rembourser l'intégralité de la dette stade, qui est, je crois, quand on regarde les chiffres, le bilan de l'OL, plus de 100 millions. Et à côté de ça, on a commencé à partir de janvier 2023 à rembourser le PGE. Donc à partir de 2023, on a commencé à rembourser 169 millions sur 4 ans. Bah, si tu fais le Ah, calcul, ça fait 40 le- millions par an, quoi. ouais, alors le PGE, Matt, on rappelle juste pour ceux qui nous écoutent, Ouais. c'était donc les prêts garantis État, PGE, que l'État donc avait alloué au club de football professionnel français pour survivre après notamment le Covid et Mediapro. Et ça, ça a aussi largement alourdi la dette, hein, ça, il faut aussi bien le dire. C'est un Ça a point un très énorme important impact. de... Ouais. Ouais, 169 millions de dettes liées au Covid. Donc évidemment, ça a un c'est impact énorme. important. Exactement. Et en plus, quand on va voir justement à l'échéance 2024, la somme, on va dire, des remboursements que devait verser l'OL. Donc là, l'OL devait commencer à rembourser la dette PGE à partir de janvier 2023. C'est 40 millions par an, plus la dette stade à rembourser. Bah, en fait, Mhm. cette année, en juin 2024, l'OL aurait dû quasiment débourser 150 millions en remboursement de dette. 150 Ouais. millions pour un club qui a connu un déficit de 90 millions. Je te laisse imaginer les équations à résoudre d'ici Ça juin aurait été 2024. très très difficile, ouais, ouais, Voilà. exactement. En fait, l'OL va donc étaler cette dette donc court terme qu'elle devait rembourser en juin 2024 sur un temps plus long. Mais évidemment, l'OL va donc payer pendant 21 ans des intérêts annuels de 5,8% sur Ouais. 320 millions.
Ce qui équivaut à combien ça en millions d'euros? C'est environ 18, 19 c'est ça dans mon millions. souvenir? 19 millions, ouais, par an. 19 millions. Donc, c'est donc Ouais, dire que durant 21 ans, chaque année, l'OL paiera en intérêt, que de l'intérêt, hein, l'intérêt pur, 19 millions d'euros sur 21 ans. exactement. Et pour donner des détails justement de comment ça va se passer, donc l'OL va donc payer 19 millions par an, donc aux contreparties auxquelles elle a emprunté cet argent, donc les marchés financiers, Mhm. et devra en 2044 rembourser 320 millions d'euros. Voilà. Donc Ouais. voilà, Mais c'est ça, c'est, ton regard en dit bah oui, beaucoup. bah oui. Euh, Bah, tu euh, connais mon point de vue, on a parlé un peu en privé. ouais, Alors autant à court terme, c'est vrai que durant 21 ans, on ne paiera entre guillemets, c'est quand même énorme, mais que 18 millions ou 19 millions d'intérêts. Ça paraît peu, mais à l'échéance 2044, donc dans 21 ans, celui qui aura entre les mains l'OL, donc Textor ou pas, parce que d'ici là, je pense qu'il sera parti depuis très longtemps, oui. mais celui qui détiendra l'OL devra débourser 320 millions d'euros pour rembourser l'emprunt obligataire. Vous imaginez? Et ça, c'est une vraie contrainte. Et il faut préciser ici, en fait, Mika, parce que j'ai lu sur les réseaux pas mal de gens dire que l'OL a obtenu un taux avantageux compte tenu Mhm, des, on va dire, des taux qui sont en vigueur. c'est vrai. Alors, pour donner en fait, la raison derrière ça, c'est qu'en fait, derrière cet emprunt obligataire, il y a une garantie. Et la garantie qui est mise sur cet emprunt obligataire, c'est le stade de l'OL. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si en 2044, l'OL Group est incapable de rembourser les 320 millions, les emprunteurs donc se saisiront du stade et pourront se servir du stade justement pour se rembourser. Voilà pourquoi le taux est avantageux, c'est parce que derrière, il y a un actif qui sert de garantie à ces emprunts-là. Si je Ah, résume bien, Matt, en fait, à court terme, l'OL est gagnant, puisqu'au lieu de payer une somme importante, notamment sur la dette stade, on va payer un intérêt annuellement qui est relativement, on va dire, acceptable pour l'OL, donc de 19 millions d'euros. Mais par contre, sur du long terme, c'est là où il y a une vraie question, une vraie équation. En fait, Textor n'a fait que repousser à son potentiel successeur la dette qui est énorme. Comme il n'a pas les moyens de l'assumer maintenant, eh ben, il s'est dit, bah, c'est pas à moi de la payer, ce sera à mon successeur, celui qui dans 20 ans reprendra l'OL. Et dans 20 ans, celui qui reprendra l'OL aura la bonne surprise, ou pas, peu importe, de devoir payer et assumer l'emprunt obligataire de 320 millions d'euros. Pour la partie coût de production de la salle de la LDLC Arena, c'est en deux blocs. Il y avait 90 millions d'euros sur un crédit bail immobilier, et puis c'est ça. 50 millions en fonds propres, notamment de la part de Dolnest, qui je crois a apporté 20 millions sur les 50. Donc en fait, la salle, concrètement, elle a coûté à produire, à créer 140 et quelques millions. Alors on n'a pas la virgule près, on va arrondir, 90 plus 50. Et les estimations qu'on peut lire par-ci, par-là, des experts qui ont estimé la LDLC Arena, on partirait sur un prix de vente aux environs des 200 millions d'euros. Aujourd'hui, John Textor a, on va dire, le couteau sous la gorge parce qu'il a une dette imposante vis-à-vis d'Ares et il essaye justement de refinancer une partie d'une dette qui est, enfin, je crois qu'il a deux tranches vis-à-vis d'Ares et il y a une tranche qui lui est très coûteuse où il paie des intérêts annuels et je pense qu'il veut refinancer cette dette-là assez rapidement. Et pour ça, il a besoin justement de la vente d'un actif parce qu'il n'a pas d'autre actif pour générer, on va dire, 150 millions de cash. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il vend l'Arena. Enfin, il souhaite vendre l'Arena. Ça n'a aucun intérêt pour l'OL qui peut générer des revenus réguliers sur le long terme et lui permettre de diversifier ses activités. Donc, clairement, l'intérêt ici, il n'est pas pour l'OL, il est pour le propriétaire. Ouais, tu dis vrai, Matt. Et le truc, c'est que là encore, les quelques estimations qui ont un peu émergé sur la LDLC Arena laissaient entendre que annuellement, elle pourrait rapporter à OL Group entre 10 et 20, voire 30 millions d'euros pour la fourchette la plus haute. Ce qui est énorme en fait. Donc là, si on vend la LDLC Arena et qu'on passe en location sur une partie du temps, bah, ça signifierait que Textor en fait fait une croix sur un actif qui pourrait rapporter de façon récurrente, comme tu l'as bien dit, sur X années, chaque année entre 10 et 20, 25 millions d'euros. C'est quand même pas rien. Donc là encore, c'est un choix de court terme. En fait, le problème, c'est à mon sens, hein, là c'est mon point de vue, c'est que Textor fait beaucoup de choix de court terme. Évidemment, ça joue aux yeux de la DNCG. J'allais Quand te le tu dire. exactement, j'allais dire,
quand tu as en face de toi quelqu'un, alors certes, Textor dit on va vendre OL Reign, on va vendre l'Arena, donc on va générer du cash. Mais si une grosse partie du cash que tu génères, tu t'en sers pour refinancer ta propre dette. Bah oui, c'est tout le problème. En fait, on est en train de, j'estime en tout cas, de couper un peu le projet qu'avait bâti le président Wallace pour au final financer quoi? Bah rien. Enfin, en tout cas, pas l'OL, mais Eagle Group. Et une stratégie multi-clubiste. Et je pense aussi, comme toi, qu'auprès de la DNCG, cette volonté de un petit peu, il faut le dire, déshabiller l'OL pour rhabiller Eagle, ça passe pas. Mais je pense que c'est totalement ça. En fait, je pense qu'ils n'ont pas confiance en Ouais. John Textor. Et à côté de ça, tu as évidemment la position actuelle de l'OL qui fait soulever un risque réel de relégation. Et c'est pour ça qu'à mon avis, aujourd'hui, en fait, la DNCG est plus exigeante qu'elle l'était l'été dernier, malgré des rentrées d'argent importantes. On n'a pas évoqué un point, Matt, c'est la partie CVC. Ah oui. La fameuse compagnie qui est venue racheter une partie des droits commerciaux de la Ouais. LFP. Nos clubs français sont contents parce que l'OL a touché déjà 90 millions d'euros, dont la troisième tranche est à parvenir sur l'année qui vient. Donc, si je résume Ouais. bien, 50 millions CVC, 53 millions OL Reign, 15 millions sur OL féminin, la vente de l'Arena, tu l'as bien dit aussi, donc là peut-être 150 à 200 millions d'euros, tout ça fait quand même un sacré pactole, Matt. Mais pour autant, la DNCG bloque toujours. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'on doit être inquiet? Parce qu'on a plein de rentrées de cash, mais malheureusement, on est encore bloqué. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Matt? Bah, il faut comprendre qu'en fait, sur la plupart des ventes d'actifs qui sont encore en process, la DNCG n'ayant pas confiance en John Textor, elle demande vraiment des garanties solides de l'avancée des discussions sur les différents projets. Parce qu'en fait, si tu déduis la vente d'OL Reign et la vente de l'Arena, finalement, tu as menti à une entrée de cash qui est au final pas suffisante pour survivre par exemple, à une relégation en Ligue 2. La vente d'OL Reign et la vente de l'Arena, dans le cas de l'OL, ça permettrait par exemple d'amortir le choc si l'OL devait par exemple descendre en deuxième division, ce qu'on n'espère pas. Donc je pense que au vu de l'impact qu'ont les paramètres justement de vente d'actifs, la DNCG se montre très demandante sur les preuves apportées par John Textor. Donc, à mon avis, c'est sur ce point-là, et c'est le seul point qui peut débloquer le dossier, c'est que par exemple, dans les prochains jours, John Textor apporte voilà, des avancées significatives dans le plan de refinancement, restructuration de la dette. Ça pourrait rassurer la DNCG. C'est en tout cas ce qui a été dit. Voilà. Après, on a un éternel. Moi, honnêtement, j'ai la sensation, peu importe ce qu'apportera John Textor, j'ai l'impression qu'on Ouais. aura de nouveau un sursis. Voilà, Ouais, ouais. c'est épuisant parce qu'en fait, voilà, on a tellement perdu confiance en John Textor également que finalement, j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à débloquer ce dossier de la DNCG. Mais j'espère que bon, ça Ouais. changera dans les prochaines semaines. Après, il faut dire aussi que malheureusement, il n'a pas toujours été pas très très bon quoi, dans son approche de la DNCG. Quand il l'a passé en juillet, je crois, dans mon souvenir, il y Ouais. a un petit peu allé en mode, alors pardon pour le terme, mais un peu à l'américaine, quoi. C'est-à-dire les règles à la française, moi j'en ai rien à faire, c'est mon club, je fais ce que je veux avec. Vous voulez une garantie sur un compte en banque? Pas de souci, j'ai un compte au Brésil, je vous le présente. Comment ça, vous voulez pas, ça marche pas? Enfin, tu vois, il y a un petit côté, en gros, vos règles, j'en ai rien à cirer. Ouais. Ah, sauf que tôt ou tard, tu le payes, ça. Et je pense que dans le relationnel avec la DNCG, Oui. ça a aussi beaucoup pêché. Et à mon avis aussi, ce qu'on l'a pas évoqué, c'est un petit peu en dehors du sujet, mais le transfert d'Ernest Nuama avec un montage bien bien bidouillé, une passerelle via Molenbeek qui nous prête le joueur et qui paye le joueur, ça, à mon avis, auprès des experts comptables de la DNCG qui sont très très orthodoxes dans leur pratique économique, j'imagine que ça a dû un petit peu choquer aussi, ça n'a pas dû rassurer sur la confiance envers Textor. Et on va être honnête, comment dire, la DNCG a en face d'elle quelqu'un qui inspire zéro confiance. Donc, Ouais. c'est normal qu'elle soit débutative. On est d'accord, on est d'accord. Pour finir, Matt, dis-moi ton pronostic pour la DNCG qui va rendre son verdict dans quelques jours peut-être. Ça va le faire ou pas? 3-0 pour la DNCG, défaite sur tapis vert. Ah, Non, mince. bah écoute, Ok.
J'ai envie d'être optimiste. J'ai envie de dire Ouais, que t'y crois, toi? j'y crois. Je pense que le refinancement, c'est vraiment bien avancé de ce qu'on a pu entendre. Donc, je pense que John Textor devrait être capable d'apporter les preuves, on va dire, concrètes sur, on va dire, les détails du refinancement. John Textor a promis, rappelez-vous, en août 2023, que l'OL pourrait dépenser sans gouvernance sur des joueurs estimés à 30 à 50 millions d'euros. John, on t'a entendu, on t'attend. Et les promesses doivent être tenues. On a Très envie de important. voir ça. On demande à voir. Attention, pas de Maitland Niles d'Akoku à 2 millions. Hein. Non, non, là, on veut du vrai joueur. Entendu, John. Merci beaucoup, Matt, pour l'émission. Merci à toi, Mika. Hein. C'était un plaisir. Merci pour l'expertise, pour ton savoir sur le monde de la finance. On rappelle que c'est ton métier, que tu connais bien l'environnement. Donc, merci beaucoup à toi, Matt, et puis à la prochaine. À la prochaine, Mika. Merci beaucoup. Salut à tous.